Je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans en audit financier dans un Big Four à Paris. J'ai formé plus de 120 juniors lors de séminaires et mon ambition avec cette chaîne, plus globalement mon ambition avec Audit IQ, c'est de te donner toutes les informations pour que tu puisses réussir au sein des grands cabinets. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'audit de A à Z. On va commencer, étape 1, par calculer les seuils. Ça nous permettra de distinguer les cycles qui sont significatifs et les cycles qui ne sont pas significatifs. Ça, c'est la répartition. Étape numéro 3, on va voir comment concrètement on réalise des procédures. On va avoir des exemples sur Excel. On va, étape 4, se demander comment est-ce qu'on fait pour traiter des anomalies, des erreurs qu'on a identifiées, puisque étape 5, c'est en fonction des anomalies qu'on identifie qu'on détermine la nature de l'opinion, autrement dit si on certifie ou pas. Alors c'est parti, let's go. Alors, l'audit financier, ça se fait sur Excel et ça commence toujours par un document qui est clé, c'est la balance générale. Autrement dit, c'est les comptes de l'entreprise. Dans la balance générale, on va retrouver 3-4 informations importantes. On va retrouver le compte, on va retrouver le libellé, le nom du compte, le solde de l'année et le solde de l'année précédente. Petite précision, le solde, c'est toujours débit moins crédit. Donc, quand vous voyez un solde négatif, ça veut dire que c'est un solde qui est créditeur. Alors, on pourrait commencer l'audit à partir de cette balance générale, mais pour avoir une vision plus claire, en audit, on aime bien raisonner par cycle. En fait, un cycle, c'est un ensemble de comptes où on estime que la nature, elle est assez similaire. Par exemple, en comptabilité, tous les comptes 2, ce sont les comptes d'immobilisation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va répartir cette balance générale en état financier, bilan, compte, résultat, pour permettre ensuite de mieux piloter la mission. Donc, comment on fait ça? Par exemple, quand on regarde le bilan, on voit qu'il y a différents postes. Là, c'est un bilan simplifié. Et au niveau du capital, on va se dire, OK, de combien notre capital? On voit que le capital dans la balance générale est de 5 000. Du coup, je vais indiquer 5 000 au niveau du capital. Ensuite, on voit qu'il y a le poste des réserves. Donc, pareil, je vais prendre les réserves. Je vais indiquer le montant. Et ensuite, si on prend l'exemple qui suit, on voit qu'on a les fameux comptes 2 qui sont les immobilisations. Du coup, là, tous les comptes, les 3 comptes qui sont ici, c'est pareil. On va les reporter cette fois-ci à l'actif au niveau des immobilisations. Donc ça, on pourrait le faire à la main, mais en cabinet, on est malin. On utilise des macros qui sont des programmes Excel qui permettent d'automatiser des tâches. Vous allez renseigner à la macro, au programme, une sorte de mini-logiciel, les comptes, les libellés, les soldes, et puis automatiquement, il va arriver avec les états financiers déjà préparés. Petite précision, le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise avec à gauche l'actif, c'est-à-dire ce que l'entreprise détient, et à droite, le passif, c'est-à-dire ce que l'entreprise doit. Le compte de résultat, c'est la performance spécifiquement sur l'année qu'a réalisé l'entreprise. Donc à gauche, vous avez ce que ça lui a coûté, donc les achats, les rémunérations du personnel, etc. Et les produits, c'est ce que l'entreprise a gagné, donc le chiffre d'affaires principalement, et puis d'autres produits financiers ou exceptionnels. Donc là, on a une vision assez claire de ce qui se passe au sein de l'entité. Vous voyez que les montants sont assez faibles. En audit, on parle souvent de millions, voire de milliards d'euros. Là, on voit par exemple au niveau du bilan qu'on a un total de 21 000 au niveau du bilan. On voit tout de suite, bilan au compte de résultat d'ailleurs, qu'il y a des comptes qui se distinguent. Il y a des comptes qui sont spécifiquement particulièrement faibles, les provisions qui sont à 500 euros, les charges financières qui sont à 500 euros, et il y a des comptes qui valent 10 fois plus, comme par exemple les disponibilités, les caisses qui valent 5 000. On a carrément le chiffre d'affaires qui, lui, est à 15 000 euros. Forcément, vu que dans certaines entités, on a des milliards de transactions, on sait tout de suite qu'on ne sera pas et on ne sera jamais en tant qu'auditeur dans la capacité de tout vérifier. On doit choisir nos combats, on doit adopter ce qu'on appelle une approche par les risques. Et l'outil qui nous permet de savoir à la fois si un des postes des états financiers est significatif ou pas, qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on va conclure nos travaux, c'est les seuils. En France, pour la circulation, on a le gouvernement qui formalise les règles de circulation, qui nous précise tout ce qu'on doit faire et surtout ne pas faire. En audit, on a les normes d'exercice professionnel. Je veux que vous ayez le réflexe, quand vous avez des doutes, de vous familiariser avec les NEP parce que c'est ce qui vous permettra de comprendre en profondeur l'audit. Pour accéder au NEP, vous tapez simplement NEP audit financier sur Google et là, vous tombez sur le site qui s'appelle doc.cncc.fr. Sur ce site, vous retrouvez l'ensemble des NEP. C'est extrêmement clair, c'est un langage très facile à comprendre. À chaque fois, c'est bien rédigé et c'est ici que vous allez retrouver les règles d'audit. Ce qui est intéressant, c'est l'une des NEP les plus importantes
importante, c'est la NEP qui s'appelle Principe applicable à l'audit. Et cette NEP nous rappelle la définition précise de l'audit financier, en expliquant que ça consiste à certifier que les comptes annuels sont réguliers, sincères et qu'ils donnent une image fidèle des opérations. Et cette certification, ça prend la forme d'un rapport dans le PDF qui fait une quinzaine de pages. Et dans ce rapport précisément, l'objectif, c'est d'émettre une opinion, ce qu'on appelle une assurance raisonnable. On parle d'assurance raisonnable tout simplement par modestie. On sait qu'on ne sera jamais dans la capacité de tout vérifier et du coup on parle d'assurance raisonnable, mais le plus important c'est que l'assurance porte sur le fait que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. Une anomalie significative au sens de la NEP 200, c'est une anomalie qui est tellement grave que le lecteur des comptes pourrait avoir un jugement erroné sur l'entité. Autrement dit, pourrait penser A alors qu'en réalité c'est B, pourrait prendre des décisions mal éclairées. Et en fait, le seuil qui nous permet de savoir si une anomalie est suffisamment importante pour influencer l'opinion du lecteur des comptes, pour tromper le lecteur des comptes, c'est le premier seuil le plus important, le seuil de signification. Le calcul des seuils, en réalité, il est assez simple. C'est souvent des tâches de senior, mais si vous êtes junior, je vous invite à essayer de les faire. En gros, c'est une base, donc c'est un agrégat. Autrement dit, c'est un poste des états financiers, comme les clients, les disponibilités, les caisses, multiplié par un taux qui dépend de la méthodologie de votre cabinet. Pour la base, l'idée, c'est que la base doit parfaitement correspondre à la raison d'être de l'entité. Qu'on se le dise tout de suite, la raison d'être de 95% des entreprises, c'est de réaliser du chiffre d'affaires. Sauf qu'il y a certaines entités, par exemple des fonds d'investissement qui ont comme pour business de détenir des titres et d'en faire une plus-value. Ces entités-là vont avoir des agrégats qui vont être différents. Par exemple, ici, dans ce cas-là, l'agrégat qu'on pourrait choisir pour un fonds d'investissement, ce serait certainement les immobilisations financières. Nous, dans notre cas, on va se limiter comme base au chiffre d'affaires qui est indiqué dans les états financiers, donc de 15 000 euros. Ensuite, vous avez une table méthodologique de votre cabinet qui va vous dire que vous avez un tel pourcentage de SS en fonction de votre agrégat. Donc si c'est les achats, c'est 15%. En l'occurrence, si c'est le chiffre d'affaires, c'est 50%. Donc ça nous fait un petit seuil de signification à 7 500 euros. Donc le seuil de signification, c'est un seuil qui va plus être utile à la fin de l'audit. Par contre, nous, pour commencer l'audit, on est bloqué parce qu'on n'a toujours pas réussi à identifier quels comptes on va auditer, comme les comptes les plus importants, et quels comptes on va mettre de côté parce qu'ils ne sont pas significatifs. Le seuil qui nous permet de déterminer si un poste des états financiers est significatif, c'est le seuil de planification. On dit planification parce que, en l'occurrence, c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on va auditer, de ce qu'on va pas auditer, et de répartir les travaux entre les membres de l'équipe, donc de planifier la mission. Pour calculer le seuil de planification, donc la base, ça va être le seuil de signification, les 7 500 euros. Et puis, le taux, là, c'est différent. Parce que il peut y avoir des cycles qui sont plus risqués que d'autres. Par exemple, tout à l'heure, je me moquais des provisions qui sont que à 500 euros. Sauf que si, par exemple, on sait qu'historiquement, l'entité qu'on audite a tendance à tricher sur ses provisions, en général, les provisions, c'est des sujets qui sont assez délicats, des sujets d'estimation. Vous avez, par exemple, un procès, vous devez le provisionner. Vous devez le provisionner en fonction de votre chance de perdre ou de gagner. Et ça relève d'une estimation. Donc, en fait, c'est un poste qui est particulièrement sensible. Si on analysait les provisions uniquement en fonction de son montant de 500 euros, on pourrait dire, bon, on sait qu'on va pas l'auditer. Sauf que vu qu'on sait que les provisions sont plus risquées que d'autres, ça pourrait être intelligent, et c'est ce qui se passe dans les cabinets dans leur méthodologie, ils intègrent différents seuils de planification en fonction du niveau de risque qu'ils identifient pour certains types d'opérations. Plus vous avez un poste qui est risqué, plus il faudrait, en l'occurrence, avoir un seuil de planification qui soit faible pour permettre d'intégrer le poste à l'audit. Petite précision, un seuil qui est faible, ça signifie plus de travaux. Donc si vous avez par exemple un seuil qui est à 5 milliards et que vous avez un poste qui est à 500, ça veut dire que le poste, vous allez le mettre de côté. Alors que si vous avez un seuil qui est à 15 euros et que vous avez un poste qui est à 500 euros, forcément, vous allez devoir l'auditer. Alors, pour calculer le seuil de planification, il faut que je vous introduise du coup aux différents risques qu'il existe en audit. Alors déjà, le risque d'audit, sa définition, c'est le risque en fait que le commissaire aux comptes émette une mauvaise opinion. Autrement dit, par exemple, qu'il certifie alors qu'il devrait refuser de certifier parce qu'il n'a pas réussi à identifier une anomalie significative. Ce risque d'audit, en fait, c'est la somme de 3 autres risques. Le premier risque, c'est le risque inhérent. C'est le risque le plus important. C'est le risque qui naît du business même de l'entité. Si vous réalisez l'audit d'un bar, que vous savez qu'il y a beaucoup de paiements qui se font au black, forcément, votre cycle disponibilité, caisse, va être plus risqué que les autres. Ce risque inhérent-là, il est censé être réduit par le contrôle interne de l'entité. Vous
vous êtes le gérant du bar, vous savez qu'il y a un risque de paiement au black. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que tous les jours, en fin de journée, vous allez faire un contrôle de caisse pour vous assurer que il n'y a rien qui manque. Donc ça, c'est le premier niveau pour couvrir le risque inhérent. Et puis, le niveau ultime pour couvrir le risque inhérent, bah, c'est nous. C'est les auditeurs, c'est l'audit financier. Puisque nous, en plus du contrôle interne, on va repasser sur tous les comptes pour vérifier que tout soit OK. Donc la logique, c'est un risque naît du business, une partie est captée par le contrôle interne, et une autre est censée être captée par les auditeurs. Et du coup, c'est pour ça que vous avez différents seuils de planification en fonction du type de compte que vous auditez. Donc, pour notre simulation, on va décider de prendre un risque élevé et du coup de prendre le taux à 40%. Ça nous donne un seuil de planification qui s'élève à 3 000 €. Là, on peut commencer justement à planifier la mission, puisqu'on sait que tous les comptes qui dépassent 3 000 €, on va les mettre en rouge pour dire qu'on va devoir les auditer. On a les immobilisations corporelles et incorporelles, on a les stocks, on a les disponibilités, on a les caisses, on a le capital, etc. Et puis tous les comptes qui ne dépassent pas le seuil de planification, par principe, ne sont pas audités. Donc on les met en vert. Et donc à la fin, on aboutit à ça. Et donc là, on va pouvoir commencer à faire nos travaux. Quand on prend du recul, franchement, l'audit, c'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est d'identifier pour chacun des postes qu'on décide d'auditer le meilleur moyen de le fiabiliser. On va prendre l'exemple le plus basique. On voit que ici, on a 3 000 € d'achat. Quel est le meilleur moyen de fiabiliser que ces 3 000 € ne sont ni surestimés ni sous-estimés? C'est de récupérer les factures. Autre exemple, au niveau du bilan de l'actif, on a le fameux compte des stocks. On sait que les stocks sont dans des entrepôts. Meilleur moyen pour vérifier que les 4 500 € de stock existent réellement, c'est d'aller les voir sur place, autrement dit de réaliser un inventaire. On voit qu'on a des disponibilités de 5 000 €. Ça, c'est principalement la banque. Meilleur moyen de fiabiliser les 5 000 €, récupérer les relevés bancaires. Donc, juste après avoir calculé les seuils de planification, ce qui se passe en cabinet, c'est que souvent, ça va être le senior, le chef de mission qui va faire ce calcul-là et ensuite, il va répartir les travaux entre les membres de l'équipe. Vous avez des équipes qui comptent 1 ou 2, 3 personnes, ça s'arrête là, pour des audits qui vont se faire que en quelques jours. Et puis, moi, par exemple, j'étais dans des équipes où on était 15, 20 personnes en plein final. Et du coup, il va y avoir une répartition entre les cycles en fonction de leur complexité. Ça peut vraiment varier en fonction du dossier, mais généralement, les cycles de débutants, c'est les capitaux propres, le cash, les fournisseurs, les achats, les immobilisations, les clients. Et puis, les cycles qui sont un peu plus risqués, qu'on confie à des expérimentés, ça va être le chiffre d'affaires, la paye, la provision, et puis tout ce qui est impôts, taxes, qui parfois peuvent être un peu compliqués à cerner la première fois. Dans cette vidéo, il va y avoir pas mal d'informations. Si vous voulez un peu avoir un guide de l'essentiel à retenir à la fois pour vos entretiens, mais aussi quand vous allez être en cabinet, je vous ai mis un guide en description que vous allez pouvoir télécharger. Ça me permet aussi de vous dire que les fameux cycles de junior font partie de la Junior Academy, qui est le programme que je vous propose si vous souhaitez maîtriser l'essentiel en tant que débutant en audit. D'ailleurs, pour un peu faire un pas de côté, le meilleur conseil qu'on m'a donné pendant toutes mes années en finance, très clairement, c'était de me comporter comme mon N+1, voire moins de +2. Si vous êtes junior 1 par exemple, comportez-vous comme un senior. Si vous êtes senior, comportez-vous comme un manager. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer de toujours aller plus loin que les tâches de base qu'on va vous confier. Par exemple, un truc tout bête, c'est que quand on commence l'audit, la transformation de la balance générale vers les états financiers, la macro, souvent on va confier la macro à des juniors. Par contre, pour le calcul des seuils, il y a de fortes chances que votre senior vous dise « écoute, je vais m'en occuper ». Moi, le conseil que j'ai pour vous, c'est que maintenant que vous savez comment ça fonctionne en profondeur, n'hésitez pas à prendre l'initiative de au moins préparer un brouillon, une draft des seuils pour ensuite le montrer à votre senior et gagner de l'avance sur votre grade. Non, on va rentrer en détail dans les travaux d'audit. Les travaux se font à 95% sur Excel et dans les travaux, vous avez 2 types d'onglets. Le premier onglet, c'est ce qu'on appelle les leads. Donc les leads, en fait, c'est un onglet qui nous permet simplement de lister tous les comptes de la balance générale qui font partie du cycle qu'on va auditer. Dans la vraie vie, une balance générale, ça peut composer une centaine de comptes. Et le risque, c'est simplement que, après avoir fait la répartition, on oublie finalement d'auditer une seule ligne, donc un compte, et ça se trouve, dans ce compte-là, il peut y avoir une anomalie significative. L'intérêt des leads, c'est finalement vraiment d'être sûr qu'on a vraiment tout couvert lors de notre audit. Donc, une fois qu'on a les leads, le deuxième onglet, et c'est l'onglet le plus important en audit, c'est les mémos. Les mémos, c'est vraiment le fichier de travail où on réalise toutes nos procédures. Il y a 3 sections importantes.
il y a l'entête du mémo où on va rappeler les informations essentielles. Il y a les procédures où on va rappeler, où on va tester les éléments un à un. Et puis, c'est toujours important de conclure. Par rapport à l'entête, l'idée c'est de renseigner, on va commencer par le nom du dossier. Ensuite, souvent on rappelle l'année, donc nous ça va être le 31-12-N. Ensuite, on va rappeler la personne qui prépare le mémo, donc souvent ça va être vos initiales, donc moi ça va être DAC, Dylan Akekpo. Et c'est toujours important de rappeler les seuils. Donc on va rappeler les deux seuils qu'on a déjà calculés. Donc le premier c'est le seuil de signification qu'on avait calculé, qui était à 7500. Le second, c'était le seuil de planification qu'on avait calculé à 3000. Et puis, il y a le dernier seuil qui va nous être ici dans quelques instants, le seuil de remontée des anomalies. Avant de commencer dans les travaux, il faut que je vous parle d'un concept. Certains d'entre vous se sont peut-être demandé pourquoi j'ai pas simplement ici indiqué 7500 à la main, 3000 à la main, et j'ai mis une formule. C'est parce que, en audit, les travaux que vous menez, les tests que vous réalisez, vous les faites pas pour vos beaux yeux. Vous les faites déjà pour votre senior. Les seniors les font pour leurs managers. Les managers les font pour leurs associés. Et puis, même les associés les font pour les régulateurs. Autrement dit, c'est important quand on réalise des travaux en audit de laisser des traces qui indiquent comment est-ce qu'on en est arrivé à la conclusion. C'est ce qu'on appelle la piste d'audit. Dans cette philosophie, dans cette logique, il faut comprendre que la finance, c'est aussi beaucoup de communication. Il faut être bon techniquement, il faut aussi bien communiquer. Et la présentation, ça passe par vous-même déjà, mais aussi par la qualité de vos mémos. Moi, je vous invite à faire attention aux détails. Ça prend pas beaucoup de temps, mais par exemple, là, on voit que le mémo, voilà, il est bien organisé, il est clean, mais en termes de formalisation, il n'est pas très agréable à voir. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir changer les choses rapidement. Premier point, déjà, c'est que en finance, il faut systématiquement retirer les quadrillages. Donc là, ça, c'est le mémo avec quadrillage, et ça, c'est le mémo sans. On voit tout de suite la différence. Pour ce faire, vous allez dans Accueil, Vue, et ensuite vous décochez quadrillage. Deuxième point, c'est par rapport à la police et à la taille de police. Moi, je vous conseille fortement la police qu'on appelle Calibri Light et vous voyez tout de suite la différence. Avant, après. Avant, après. Dernière chose, essayez de réduire aussi la taille de police. Ensuite, pour les tableaux, là, c'est l'onglet de testing. Une astuce qui est toute bête, c'est d'utiliser des couleurs de fond qui soient beaucoup plus légères. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a du gris foncé qui est utilisé et vous voyez que si on utilise le gris le plus clair, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Et ça, c'est pareil finalement aussi avec les autres couleurs, comme par exemple la différence entre du vert foncé et du vert clair. Donc moi en finance, j'utilisais toujours des couleurs claires. Et puis, dernière chose qui est encore une fois très simple à faire, c'est on voit que les quadrillages, ils se voient beaucoup. Par contre, si vous changez, vous allez dans les quadrillages, vous changez le style de quadrillage pour des quadrillages, celui-là, qui est un peu plus fin, et que vous l'appliquez, on voit tout de suite que ça fait la différence. Donc maintenant qu'on a préparé notre mémo, il est temps de réaliser les travaux en tant que tels. Donc là, on essaye de fiabiliser les 3000 € qui sont comptabilisés dans le cycle des achats. Forcément, on sait qu'on ne va pas s'amuser à vérifier chacune des factures, puisque si on prend l'exemple de la sous-traitance générale qui a 249 €, dans ce compte-là, il y a plusieurs factures. Donc en fait, on va devoir réaliser une sélection des achats. Et pour ce faire, on aura besoin du détail de la balance générale qui s'appelle le grand livre. Là où la balance générale récapitule sur une seule ligne le solde débiteur ou créditeur dans le compte, le grand livre, lui, présente toutes les écritures, ligne par ligne. Donc en fait, c'est vraiment ça qui nous permettra de sélectionner ce qu'on va tester. Pour sélectionner les items, on peut premièrement faire une sélection au hasard. L'autre moyen qu'on utilise pour sélectionner, c'est de faire simplement une sélection en fonction du montant. Donc là, on pourrait trier les soldes les plus importants et se dire qu'on va sélectionner, et c'est ce qu'on va faire pour notre cas, les 3 items les plus significatifs. Donc cette sélection s'appelle la sélection au jugement professionnel. Et puis, dernière sélection qui est un peu particulière, c'est une sélection qui est à mi-parcours entre l'aléatoire pur et dur et le jugement professionnel. Le problème de l'aléatoire, c'est que si on fait un aléatoire, tous les items ont autant de chances d'être sélectionnés. Là, par exemple, vous voyez qu'on a des items avec des montants qui sont ridicules. On a des charges locatives qui sont 14 €, alors que les items les plus importants pèsent 10 fois plus. Et du coup, ça pourrait être un peu injuste qu'un item qui pèse 10 fois plus ait autant
de chances d'être sélectionné qu'un item à 10 euros. Dans la vraie vie, vous avez des items à quelques centimes d'euros. Et pour certains cycles, en fait, on essaye d'éviter de sélectionner des items qui sont ridiculeusement faibles. C'est pour ça qu'on a une méthode de sélection qui s'appelle la sélection statistique. C'est une sélection qui se réalise toujours pareil avec des outils propres à chaque cabinet où vous allez intégrer dans un logiciel, dans une sorte de macro, ce qu'on appelle la base de sélection. Donc autrement dit, le détail du compte que vous souhaitez tester. Et puis la macro va réaliser par elle-même une sélection d'un certain nombre d'items. Donc nous, on décide de sélectionner les 3 achats les plus importants. Pour compléter nos travaux, on va reporter dans notre mémo de testing les informations qui proviennent de la comptabilité afin de les comparer aux informations qui proviennent des preuves qu'on aura récupérées. Ensuite, on va identifier l'existence ou non d'écart pour conclure sur est-ce que le testing est satisfaisant ou est-ce qu'il présente une anomalie. Donc on va y aller. Donc là en fait on a récupéré les 3 items et il nous reste plus qu'à vérifier les justificatifs. Premier item, on voit qu'on a une facture, c'est les fameux honoraires du commissaire aux comptes qui sont à 182 euros. Donc en fait on va récupérer le justificatif. Pour justifier les honoraires, ce qui fait office de facture pour les commissaires aux comptes, c'est ce qu'on appelle une lettre de mission. La lettre de mission, c'est un document qui est hyper important. En gros, c'est le contrat qui va lier l'entité qui va être auditée avec son commissaire aux comptes. Dans la lettre de mission, il va y avoir 3 informations qui vont être importantes. Il va y avoir le périmètre de l'intervention. En gros, le commissaire aux comptes va rappeler un peu son objectif d'audit, va rappeler qu'il n'est pas là pour tout vérifier. Il va rappeler aussi son planning, qui va intervenir sur le dossier, pendant combien de temps. Et puis le plus important, le cœur du business, le nerf de la guerre, c'est bien sûr les honoraires. En gros, c'est le montant que l'entité va devoir payer. Là, on voit que les honoraires s'élèvent dans notre simulation à 182 euros. Ce qu'on va faire, c'est que dans le mémo, on va indiquer 182 euros, autrement dit, qu'il n'y a pas d'écart. Donc la conclusion, ça va être satisfaisant. Alors deuxième cas, selon la comptabilité, on a une facture de transport pour 160 euros de la part d'UPS, on ouvre la facture, on vérifie la date, c'est le 24 décembre, on vérifie que c'est bien UPS, on le met en vert, et ensuite on valide le montant, donc 160,47. Déjà, vous remarquez que j'ai toujours le réflexe en fait de surligner les éléments que je vérifie. Ça c'est ce qu'on appelle des tick marks. Donc les tick marks en fait c'est des preuves que vous laissez, que vous formalisez des PDF, des fichiers pour montrer que vous avez vérifié. Parce que l'une des règles en audit, c'est que tout ce qui n'est pas formalisé est supposé ne pas avoir été fait. Ça veut dire que si vous passez 15 heures à réaliser des travaux, mais que ces travaux ne sont pas formalisés, ne sont pas dans un dossier d'audit, qu'il n'y a pas de tick mark, les régulateurs vont considérer que vos 15 heures n'existent pas parce qu'il n'y a aucune preuve que ça a été fait. C'est comme nous, pour valider les achats, on ne se fie pas simplement à ce que nous dit oralement le client, on récupère des preuves. Quand les cabinets se font contrôler, eux aussi, la police de la police, quelque part, vérifie via des preuves que tout a été bien fait. Donc là, on va reporter le montant et on a toujours pas d'écart. Dernier cas, on a une facture de sous-traitance qui s'élève à 146 selon la comptabilité, mais quand on l'ouvre, on retrouve bien la bonne date, le bon fournisseur, mais le montant c'est 845,91. Donc on a une erreur, on a une anomalie de 700 euros. Maintenant, j'ai une question pour vous. On a une anomalie de 700 euros. On sait que notre seuil de signification c'est 7005, que notre seuil de planification c'est 3000. À votre avis, lequel des deux on va utiliser pour savoir si l'anomalie, on va demander à ce qu'elle soit corrigée ou pas? Et bien la réponse, c'est ni les 7500 euros, ni les 3000 euros. C'est le dernier seuil, le seuil que vous avez tendance à tous oublier en tant que junior. On est tous passés par là. C'est le seuil de remontée des anomalies. Donc tout est dit dans le titre, remonter, c'est dans le sens remonter à la direction. Si une erreur que vous identifiez au sein même d'un testing ne dépasse pas le SRA, vous pouvez simplement la mettre de côté et ne pas demander correction. Pour calculer le SRA, on reprend le seuil de signification et ensuite on a un taux qui est donné par le cabinet. Donc là, on va prendre 15% comme exemple. Donc ça nous fait un seuil à 1125. Autrement dit, ici, notre erreur n'est pas significative. Donc l'anomalie, on va la mettre anomalie NS et on va pas demander correction. Donc c'est toujours important de conclure en audit, toujours pour la piste d'audit. Donc on va conclure en disant qu'il n'y a pas d'anomalie significative. Alors là, ce qu'on vient de faire, ça porte un nom, c'est une procédure qui s'appelle l'inspection de documents. On récupère des factures, des bons de livraison, des relevés bancaires pour vérifier la bonne comptabilisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un panel de procédures à réaliser et l'objectif des procédures, c'est de récupérer des preuves. Autrement dit, la procédure inspection de documents nous permet de récupérer la preuve
qui est la facture. Donc il y a une NEP, la NEP 500, qui jauge la qualité des preuves en fonction de 3 critères. Le premier critère, donc c'est ce que j'ai un peu expliqué depuis le début, c'est le fait que les preuves doivent être documentées. Deuxième critère, c'est qu'elles doivent être appropriées. C'est le plus important, on va y revenir. Et dernier critère, c'est qu'elles soient suffisantes. Suffisante, c'est simplement qu'on a collecté assez de preuves pour fonder une opinion sur les comptes. Le caractère approprié, c'est parce que quand on regarde un peu les différentes procédures qu'il est possible de réaliser, par exemple, l'entretien client, c'est simplement le fait d'obtenir une information de la part du client de vive voix ou par écrit. Mais c'est ni suffisant ni approprié pour valider, par exemple, un poste aussi important que la trésorerie ou que les ventes. Autrement dit, on ne peut pas simplement se fier à ce que le client va nous dire à l'oral pour valider des comptes. Donc c'est pour ça que c'est pas suffisant comme preuve. Et le problème en fait de l'inspection de documents, c'est que c'est pas non plus toujours suffisant parce que par exemple, pour valider les achats, récupérer uniquement la facture, le PDF, qui est facilement falsifiable par l'entité, ça peut s'avérer insuffisant. C'est pour ça qu'il y a une autre procédure qui est la circularisation, qui consiste cette fois-ci à obtenir de la part d'un tiers une confirmation. Donc autrement dit, à demander au fournisseur confirmation des montants. Donc pour la circularisation, on a 2 items. Premier item, pas d'écart, 240 €, c'est bon. Deuxième item, on a un écart de 1950. Et c'est là qu'on va devoir commencer à parler de comment est-ce qu'on va faire pour conclure l'audit et pour gérer les anomalies qu'on a identifiées. On se rappelle que l'audit financier, c'est là pour permettre aux lecteurs des états financiers d'avoir confiance. Les fameux lecteurs, c'est ce qu'on appelle des parties prenantes aussi. Il peut y avoir les banques, les clients, les fournisseurs, les employés, mais le plus important de très loin, c'est les actionnaires. C'est vraiment un peu quelque part le client final d'un auditeur financier, c'est bien les actionnaires. Ces actionnaires se réunissent chaque année, en général pour les sociétés commerciales comme les SA, les SARL, etc., se réunissent 6 mois après la clôture. Donc ça veut dire que le 30 juin N+1, ils ont leur réunion qui s'appelle l'Assemblée générale. Dans l'Assemblée générale, les actionnaires vont prendre des décisions qui vont être structurantes, qui vont être stratégiques pour les prochaines années pour l'entité. Et c'est à cause de ça, à cause de cette réunion, qu'il y a la fameuse busy season en audit, que les horaires sont plus intenses entre janvier et mai-juin. C'est parce que nous, en tant qu'auditeurs, on doit absolument émettre notre rapport pour que les actionnaires l'aient sous les yeux lorsqu'ils se réuniront en assemblée générale. Donc vous comprenez bien que si par exemple vous auditez une entité comme LVMH, il est impossible de dire aux actionnaires de LVMH, désolé, on n'a pas eu le temps de finir notre testing sur les achats, donc on va devoir émettre notre rapport avec du retard. Donc vous allez devoir reporter votre assemblée générale, reporter la publication de vos comptes, reporter la communication sur les marchés financiers. C'est pour ça en fait qu'il y a une pression assez importante dans l'audit et que parfois les busy seasons peuvent vraiment être assez intenses. Alors, pour savoir comment est-ce qu'on va conclure l'audit, on va déjà premièrement faire un point sur toutes les anomalies qu'on a identifiées et qui n'ont pas été corrigées. Donc là, on voit qu'on a 2 types d'anomalies. On a des anomalies qui sont factuelles. Les achats, les ventes, en gros, c'est pour certaines procédures, il n'y a pas débat. Vous testez des achats. Si le montant indiqué sur la facture est différent du montant comptabilisé, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a aucun doute. Par contre, il y a des opérations qui sont beaucoup plus sujettes à jugement. C'est par exemple le cas des provisions. Si vous devez provisionner un montant parce que vous avez un procès avec votre salarié, vous allez devoir estimer quelle est votre chance de gagner et de perdre. Et les commissaires aux comptes peuvent avoir une estimation, un jugement qui va être différent de la direction. Donc, quand on fait le récap des anomalies, là, on voit que notre récap est à 7 950 €. La règle de base, c'est de dire, OK, on a des anomalies, vous vous rappelez, qui dépassent le seuil de signification. Du coup, la certification, la conclusion plutôt, va être un refus de certifier. Dans la vraie vie, tout dépend de la nature des anomalies. Si vous avez des anomalies de jugement, par exemple, au lieu de refuser complètement de certifier, il peut y arriver qu'il y ait une certification avec réserve. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de certification, mais en gros, donc certification sans réserve, c'est que on n'a pas d'anomalie, tout est OK. Certification avec réserve, c'est justement dans le cas où vous avez des anomalies que vous avez bien identifiées, le périmètre a bien été déterminé, sauf que vous estimez qu'une réserve, donc c'est une sorte d'observation que vous mettez dans votre rapport, sera suffisante pour permettre
à quiconque lirait les comptes, justement pour former son propre jugement. Ensuite, vous avez aussi l'impossibilité de certifier. C'est assez rare, mais ça se passe quand notamment le client refuse de donner certaines informations qui sont nécessaires à la réalisation de la mission. Pour la petite histoire, c'est très rare d'avoir autre chose qu'une certification sans réserve. Et en 4 ans d'audit, pour le coup, j'en ai jamais eu. Et quand ça arrive, c'est vraiment, en tout cas sur les entités qui sont cotées, les plus grosses entités, souvent c'est un séisme pour l'entreprise parce que c'est un signal qui est très mauvais qui est envoyé aux actionnaires et plus globalement au marché. Pour vous raconter un peu un exemple, donc il y a une boîte dans les services numériques, tout ce qui est big data, transformation digitale, conseil SI, qui s'appelle Atos, et en 2021, ils étaient co-audités par 2 cabinets, Grant Thornton et PwC. Il y avait un sujet par rapport à la comptabilisation de leur chiffre d'affaires sur des boîtes qui étaient aux US, où en gros les commissaires aux comptes n'étaient pas en phase avec la façon dont le chiffre d'affaires avait été reconnu par Atos. Il sous-entendait quelque part que le chiffre d'affaires avait été surestimé. Quand le rapport des commissaires aux comptes de Atos est sorti, le même jour, c'était en 2021, vous avez eu une baisse de presque 12% des titres de Atos. Et Atos, qui était historiquement une boîte du CAC 40, à cause de ça et d'autres conflits qu'ils avaient en interne, a été depuis relégué au SBF 120. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment abordé l'essentiel des travaux qui sont réalisés en audit. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que la phase sur laquelle je me suis concentré, c'était bien sûr les phases les plus importantes qui commencent à partir de janvier, donc le final et la conclusion. Sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas que ces phases-là. Il y a du travail aussi avant janvier. Il y a du travail qui est hyper important justement pour déterminer la stratégie d'audit. C'est là où notamment on va analyser les risques. Ces phases-là, c'est le planning, l'intérim, et j'en parle dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Salut. En audit, on peut distinguer dans les grandes lignes 5 phases. Planning, intérim, hard close, finale et conclusion. Et là, on va commencer par parler de la phase de planning.